Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, je suis très heureux de pouvoir vous voir aujourd'hui avec ma collègue Juliette Méadel qui me fait l'honneur de m'accompagner depuis ce matin dans le cadre de ce salon qui rencontre, je dois bien l'avouer, un grand succès puisque tout à l'heure, pour se déplacer dans les différents stands, c'était compliqué de se faire un chemin et de se le frayer le chemin. Le but, c'est d'avoir un échange. On verra avec ma collègue à se répartir les réponses. On va le faire de la manière la plus décontractée qui soit. Je suis très heureux de pouvoir avoir en tout cas ce moment d'échange avec vous. Voilà. Merci, cher Laurent Marcangeli. Alors, je suis très heureuse d'être avec le ministre de la Fonction publique comme ministre chargé de la ville, c'est-à-dire des quartiers. Et nous sommes tous les deux très attachés aux prépa talents parce que nous pensons que le service public, c'est la spécificité vertueuse de notre pays et que dans les quartiers dont je m'occupe, il y a une énergie à nul autre pareil, comparable à nul autre pareil. Et donc, nous souhaitons encourager les prépa talents et continuer à le faire dans toutes les filières d'excellence possibles. Et c'est dans ce sens-là que nous nous sommes engagés tous les deux. Et je remercie Laurent d'avoir eu cette oreille attentive sur un sujet qui est celui de la méritocratie, auquel nous tenons beaucoup. Je remercie l'université de nous permettre d'avoir cette rencontre et cet échange dans des conditions, je le pense, particulièrement optimales. Voilà. Alors allez-y sur les questions, hein, tout azimut, hein, on a l'habitude. Bonjour à tous. Alors moi c'est Naïma Bouakari, je sors tout juste de la classe prépa talent de l'ENFIL de Noiselle, qui m'a permis notamment de brillamment réussir le concours d'inspecteur des finances publiques. Alors moi j'avais une question concernant les classes prépa talent. Alors quel bilan tirez-vous du dispositif et envisagez-vous de le renforcer à d'autres publics? Alors, vous savez qu'il y a eu tout un débat autour du bilan, puisque à la base, on devait supprimer sine die ce dispositif 31 décembre 2024, alors qu'il n'y avait pas eu l'expertise des 3 années passées, et beaucoup de gens se plaignaient du fait qu'il n'y avait pas un niveau de recul nécessaire pour pouvoir le faire. Quand je suis arrivé, d'abord, première chose que j'ai décidé après en avoir discuté notamment avec certains collègues du gouvernement, mais également avec des élus de tous bords, c'est de tout faire pour le pérenniser dans les plus brefs délais. Et à ce titre, nous avons demandé à ce qu'un rapport soit réalisé. Ce rapport aujourd'hui, ce n'est pas un rapport de béni oui-oui, il est consultable, hein, il a été consulté notamment par les élus de l'Assemblée nationale et du Sénat, puisqu'il aura été transmis en commission début février. Il laisse entendre que, effectivement, ce dispositif, il permet quand même de servir de porte d'entrée à des personnes qui, très certainement, sans avoir pu avoir recours à ce dispositif, n'auraient pas pu y arriver. Ça c'est un fait. Il dit également que nous avons la capacité de devoir le réexaminer de manière bien précise dans les 3 prochaines années, parce qu'on n'avait pas le recul nécessaire pour avoir tous les résultats possibles. Sinon, après, plutôt que de vous parler du rapport qui a été rédigé dans le cadre de l'examen, qu'est-ce que je remarque par rapport aux échanges que j'ai pu avoir autour du dispositif? C'est qu'en règle générale, il y a un fait marquant qui doit quand même nous interpeller. C'est que la plupart du temps, les élèves qui passent par le dispositif prépa talent sont plutôt très bons sur les épreuves écrites et parfois ont des difficultés au niveau des épreuves orales. C'est quelque chose qui ressort, qui est ressorti. Mais ça, c'est plus dans l'expertise en discutant avec les gens qui ont pu en bénéficier ou même avec des retours d'expérience de professeurs ou d'enseignants. Donc il y a ça. Donc ça doit nous interroger là-dessus. Et évidemment qu'on va ouvrir à d'autres. D'ailleurs, ça commence déjà maintenant. On est plutôt maintenant amené à le faire sur des filières techniques. On essaye d'ouvrir sur d'autres versants. Notamment tout à l'heure, j'étais au stand du ministère de l'Intérieur, où il va y avoir... il y a déjà eu des concours qui ont été ouverts et on va continuer à le faire.
le ministère de la Justice également tout à l'heure que j'ai visité, qui a ouvert également le dispositif. Et puis voilà, moi je tiens aussi à dire que les dispositifs, ils sont là pour évoluer. Ils ne sont pas là pour être figés. Donc là, on a rouvert par le vote de la loi, qui, je vous le dis quand même, ça mérite d'être souligné. Je suis arrivé au gouvernement fin décembre, une période de fête de fin d'année. On a pris vraiment nos fonctions à la rentrée au mois de janvier. Et de suite, on a déposé le texte sur un temps gouvernemental. C'était un texte qui était issu d'une députée de Seine-Maritime. Et je ne sais pas si vous voyez en ce moment comme c'est difficile de faire passer des textes de loi rapidement. Là, on avait une exigence de rapidité. On l'a fait passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, en procédure accélérée en quelques semaines. Alors, ça veut dire aussi qu'il n'y a eu pas grand monde pour s'opposer au dispositif. Donc en réalité, le recul, on ne l'a pas encore totalement, mais l'approche est bonne. Sinon, vous n'auriez pas eu un débat aussi rapide et fécond, in fine, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Quelques mots à rajouter pour surtout ceux d'entre vous, mais peut-être vous pourrez nous le dire dans le cadre de nos échanges, qui ont eu ce parcours en venant d'un quartier et qui ont ainsi eu comme ça à la fois le talent, comme son nom l'indique, le courage et la combativité de s'engager dans ces processus de recrutement qui ne sont pas faciles. Sachez que nous savons au gouvernement, et la ministre de la Ville le sait, que vous êtes dans des conditions d'études qui doivent être encouragées. Et donc c'est l'intérêt de ces prépas talents que de vous accompagner davantage, parce que quand on vit dans un quartier, on n'a pas toujours accès à la bibliothèque ouverte comme il faut, il n'y a pas toujours suffisamment de personnel qui est là, et le service public, dont nous souhaitons qu'il soit le même partout, n'est pas toujours au rendez-vous. Donc c'est pour ça qu'on a encouragé ces parcours qui sont les vôtres. Et au-delà du dispositif prépa talent, nous allons annoncer bientôt, dans ce qu'on appelle un comité interministériel des villes, c'est-à-dire un moment où le Premier ministre réunit tous ses ministres pour s'occuper des habitants des quartiers, qu'on veut non pas généraliser, mais prolonger ce dispositif prépa talent en favorisant des conventions entre les filières d'excellence et les lycées qui sont dans les quartiers. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est avec le mentorat, pouvoir vous repérer le plus tôt possible, peut-être au collège, pour vous accompagner. Et donc ce que je vous demanderai, moi, c'est de raconter à vos petits frères et à vos petites sœurs et à tous les jeunes collégiens qui sont autour de vous vos parcours pour que ça essaime et que vous soyez 50 fois plus nombreux l'année prochaine. Madame la ministre, Monsieur le ministre, Madame la ministre, bonjour. Je m'appelle Olivier Wang. Je suis actuellement élève attaché à l'IRA de Metz, ancien préparationnaire de la prépa talent de l'IPAC de Nanterre. Et je suis très ravi de vous poser des questions parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer votre prédécesseur, Monsieur Guérini, à l'IRA Lille, mais je n'ai malheureusement pas pu poser de questions. Donc voilà, je suis très ravi de pouvoir le faire maintenant. Ma question concerne la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Quelles mesures actuellement sont mises en place pour concilier ces deux vies et quelles mesures vous mettrez en place pour concilier la vie professionnelle et la vie personnelle des agents publics, notamment dans le cadre des mutations et des mobilités, et aussi particulièrement dans des milieux comme la diplomatie, qui m'intéresse également, ou dans les armées. Qu'est-ce que vous mettrez en place ? Alors d'abord, regardez déjà, nous sommes ici à Nanterre, et j'ai annoncé il y a quelques semaines qu'il y aurait un IRA ici à Nanterre. Alors, je sais que ça a un peu surpris d'autres IRA, mais concilier vie professionnelle, formation professionnelle et vie personnelle, ça fait justement partie des objectifs que nous avons poursuivis en ouvrant ici un IRA en Île-de-France. Pourquoi ? Parce que vous aviez des femmes, notamment mères de famille, parce qu'on peut s'inscrire à l'IRA et y parvenir sans pour autant sortir de l'université directement. On est déjà inscrit dans un parcours de vie de citoyenne et de vie professionnelle. Et on s'apercevait qu'il y avait beaucoup de personnes, pas forcément que des femmes, soit dit en passant, qui disaient je ne peux pas me permettre d'aller à Bastia, à Metz, même à Lille, qui est pas loin du tout, ou à Nantes, ou à Lyon, pendant toute la formation, parce que ma vie familiale, ma vie personnelle
ma vie professionnelle, parce qu'il faut bien gagner sa vie en même temps, le rend impossible. Oui, ça c'est déjà un acte important qu'on a réalisé, qui n'allait pas de soi, parce qu'il y avait quand même toujours la peur de la province. Et je ne vous cache pas, j'ai rendez-vous avec notamment les syndicats hein, sur ces questions-là. Il y a toujours la peur, vous allez fermer un site. Non, on offre une possibilité, une potentialité qui va notamment dans le sens de la conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle, et formation professionnelle et vie personnelle, c'est très important. Un autre sujet, vous savez, je suis dans le cadre de mes fonctions ministérielles amené à rencontrer les organisations syndicales. Nous avons défini les principes fondateurs d'un agenda social. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas une tarte à la crème où on va parler de la pluie, du beau temps. Il y a des organisations syndicales qui demandent véritablement que dans le cadre de ces négociations, on ouvre un chapitre de travail en commun sur la qualité de vie au travail, sur comment est-ce qu'on fait pour vivre dans son travail, et notamment aussi la question qui n'est pas annexe, qui est très importante, l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que vous savez très bien que ce n'est pas la même chose d'être une femme et d'être un homme lorsqu'on travaille dans la fonction publique comme dans n'importe lequel des métiers. Moi, ce que je souhaiterais qu'on réussisse, c'est avec les organisations syndicales, à mettre le doigt sur un certain nombre de sujets. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, des mobilités. Vous avez la difficulté du logement aujourd'hui pour les agents publics. C'est un sujet sur lequel je suis en train de m'affairer, puisque vous avez une proposition de loi qui a été déposée par David Amiel, qui est député de Paris, qui sera débattue, je l'espère, prochainement à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je me rendrai d'ailleurs prochainement en Haute-Savoie, parce que vous le savez, il y a la problématique de la région parisienne pour les agents publics, mais il y a la problématique en province, sur des territoires où les prix de l'immobilier sont très hauts, en raison notamment de frontières présentes. Quand vous êtes dans la frontière de la Suisse ou du Luxembourg, puisque vous êtes à Metz, vous voyez bien que du côté de Thionville, vous avez une flambée des prix de l'immobilier, puisque les travailleurs transfrontaliers sont très bien payés quand ils sont à Luxembourg, et donc mécaniquement, ça crée une augmentation du prix de l'immobilier. Autre question, vous savez, moi je fais partie de ceux qui considèrent que lorsque vous avez un problème sur votre travail, forcément ça peut réagir sur votre vie personnelle. Lorsque vous êtes agressé, lorsque vous êtes aujourd'hui, comme la plupart des agents publics, en contact avec nos concitoyens, victimes d'agressions verbales, parfois malheureusement physiques, lorsque l'on est sur des métiers de maintien de l'ordre ou d'intervention en situation d'urgence, vous allez même dans les hôpitaux, vous voyez bien ce qui se passe. Ça interagit. Pourquoi ça interagit? Parce que parfois l'agent, il se sent seul. Donc il y a une proposition de loi que je compte bien défendre le plus rapidement possible, et je milite au sein du gouvernement pour qu'elle soit inscrite à notre ordre du jour, pour qu'elle soit défendue à l'Assemblée nationale et au Sénat, c'est celle de la protection fonctionnelle. C'est-à-dire le fait que demain, un agent ou une agent agressée, il pourra porter plainte en son nom, mais son employeur le fera aussi, en son nom, en lieu et place. Et qu'on permettra également, si d'aventure demain, l'agression déborde sur la vie privée et personnelle, sur la famille, sur les proches, concubins, concubines, partenaires de Pacs, enfants, etc., eh bien, donner aussi des droits aux ayants droit, qui ne sont pas pour autant agents publics. Et donc là, vous avez encore une fois un élément de la vie personnelle qui est pris en compte dans le cadre de cette loi que je compte défendre le plus rapidement possible. Il y a plein de choses de toute manière à réaliser aujourd'hui sur les mobilités, vous en parliez, sur le déroulement des carrières, sur la formation continue tout au long de la vie. Il y a beaucoup de sujets. Mais voilà, je vous ai donné un peu à brûle-pourpoint deux, trois sujets qui m'amènent à réfléchir et à agir, j'espère. Merci pour votre réponse. Bonjour Monsieur le Ministre, Madame la Ministre. Barré Zori Zeytoun, élève de la classe prépa talent à l'Université de Mayotte. Ma question est la suivante. Face à la crise d'attractivité que connaît aujourd'hui la fonction publique, notamment chez les jeunes, quelles mesures concrètes sont envisagées pour redonner du sens, de la reconnaissance et des perspectives d'évolution aux futurs agents de la fonction publique? Alors, d'abord, une action résolue précisément dans les territoires qui sont les territoires qui ont subi des difficultés. Je pense évidemment à Mayotte. Et vous voyez, pour
pour parler de Mayotte 2 secondes, Mayotte sera placée tout en quartier politique de la ville lorsque la loi aura été adoptée au mois de juin, ce qui veut dire que l'État s'engage dans ce territoire-là plus qu'ailleurs, compte tenu notamment de Chido et de ce qui a été traversé, des difficultés traversées. Pour la fonction publique, eh bien, c'est le message que nous portons, c'est d'abord un message sur les valeurs et sur le principe. C'est-à-dire que nous croyons dans la promesse républicaine, liberté, égalité, fraternité, laïcité, mais force est de constater que pour l'accès à la fonction publique et son attractivité, vous avez raison de le dire, il faut déjà que ce message soit partagé. Parce que quand on choisit un métier, on choisit d'abord un cadre de valeurs et un cadre de principes. Donc c'est notre travail à nous responsables politiques que de donner un contenu à ce triptyque jusqu'à la laïcité. Et nous le faisons parce que nous croyons dans la capacité de l'État à restaurer l'égalité républicaine. Et vous voyez, par exemple, la politique de la ville, c'est exactement ça. Et d'ailleurs Laurent le sait, qui est aussi élu maire d'Ajaccio, qui a des quartiers politiques de la ville, c'est qu'un responsable politique qui croit dans la promesse républicaine s'engage à faire en sorte que le service public soit accessible partout sur le territoire. Et qui dit service public dit en réalité agent public, fonction publique territoriale. Et donc c'est d'abord une attractivité sur le sens des métiers. Vous voyez que ce remarquable salon qui attire du monde vous donne déjà une indication de ce que, quand vous avez des ministres, un ministre de la fonction publique, une ministre de la ville, investis, convaincus que la fonction publique est une richesse et que le service public est une richesse, j'ai la faiblesse de penser que déjà ça peut déjà attirer davantage. Et puis après, il y a toutes les mesures que nous mettons en place. Je travaille à la politique de la ville pour, dans les quartiers, amener, donc France Travail s'y emploie et d'autres, à faire des job dating, comme on dit, ou des salons comme celui-ci, et aussi à présenter tous les métiers dans leur spécificité, comme aussi des métiers avec du sens, attractifs sur le plan des rémunérations, et que la sécurité de l'emploi, au contraire, n'est pas un mauvais signal. Au contraire, elle est porteuse pas que de tranquillité, non. La question de la sécurité de l'emploi qui va avec le statut de la fonction publique, c'est le sens de votre indépendance. C'est ce qui a été inventé pour préserver les agents des risques de concussion ou des risques de corruption. Donc vous devez être convaincu que la sécurité de l'emploi est un signal de votre indépendance. Vous devez en être fier. Parce que s'il n'y a pas d'indépendance de la fonction publique, il n'y a pas de service public égal et accessible à tous, sans discrimination. Donc vous voyez, c'est d'abord un discours sur le fond et sur les valeurs, et puis ensuite sur les mesures. Nous y travaillons avec les prépas talents, nous y travaillons avec l'amélioration des carrières, avec la valorisation de la fonction publique, avec les campagnes, dont vous avez vu là tous les représentants, des campagnes qui sont faites pour attirer dans diverses fonctions. Et pour ce qui concerne les quartiers, je mettrai en place un accompagnement dès le collège pour amener les élèves les plus motivés, les plus méritants, à passer les concours sans frein, sans avoir peur des codes, en leur donnant accès à tous les codes, c'est-à-dire les codes immatériels, pour comprendre le jeu de ce qu'on appelle le savoir-être. Tout ça, ça s'apprend, hein, le savoir-être, ça s'apprend à l'école. Et donc, moi, je souhaite rendre ce savoir-être accessible à tous pour qu'on ait un maximum de candidats pour rentrer dans la fonction publique. Pour être un peu plus bref, parce que ma collègue a déjà parlé d'un certain nombre de sujets que j'allais très certainement évoquer dans le cadre de la réponse. Donc déjà, une première réponse, moi je suis assez sidéré de voir le monde aujourd'hui. Enfin, à un moment, on n'avait pas avancé, on n'avait pas à faire un pas. Ça veut dire quand même que il y a une majorité de jeunes, hein, quand même. Je m'aperçois quand même qu'il y a des gens qui n'ont pas fini leurs études, qui sont en passe de les terminer. Et j'ai, en tant que ministre, naturellement, ces derniers temps, beaucoup lu sur la problématique de l'attractivité, notamment sur des études qui ont été réalisées. L'Institut Montaigne on a réalisé une il n'y a pas longtemps, qui démontre que sur les 18-35 ans, le fait d'un moment de devenir agent public peut faire partie des attentes. Et ils le disent d'autant plus facilement, et j'y reviendrai après, que ce n'est pas forcément pour devenir riche comme Crésus. Vous êtes bien consciente et conscient que ce n'est pas forcément la voie royale pour être milliardaire par le seul fruit de son travail et de ce qu'on gagne à la fin du mois, mais parce qu'il y a la notion de servir, justement.
et la notion de s'engager pour quelque chose qui est plus grand que soi. Le sentiment également d'être porteur d'un héritage, celui des valeurs républicaines, d'être utile aussi, puisque moi je vois au quotidien dans mes déplacements des femmes et des hommes qui ont le sentiment, mais qui surtout ont bien raison de l'avoir, d'être utiles à la société, d'être utiles à leurs concitoyennes, à leurs concitoyens, de par les missions qu'ils exercent. Alors après, il y a une grande difficulté dans les temps qui courent, et il ne faut pas la nier, il ne faut pas contourner les obstacles, c'est celle de la rémunération du fonctionnaire, de l'agent public, du déroulé de la carrière. Il y a même d'ailleurs sur des problématiques de fidélisation, puisque vous avez des agents publics qui quittent la fonction publique, dans l'hospitalier, dans les collectivités territoriales, mais également au niveau de l'État, qui se disent à un moment, ben voilà, je vais passer une autre étape et je vais aller dans le privé parce que j'ai envie de gagner mieux ma vie, j'ai envie d'être dans un autre domaine d'action. Eh bien, je vais vous dire une chose, en tant que ministre de la fonction publique, au risque de surprendre, il ne faut pas avoir peur de ça. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que les générations qui sont les vôtres, elles vont changer la donne par rapport à la gestion d'une carrière et il ne faut pas avoir peur de ces mouvements qui aujourd'hui existent. Vous allez avoir des allers-retours. Vous allez avoir des femmes et des hommes qui à un moment vont se dire d'abord je commence dans le privé, puis à un moment vont se dire j'ai une quête de sens, vont vouloir aller dans le public. Pourquoi? Parce que prendre toujours l'exemple des infirmiers et des infirmières. Moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui sont infirmiers libéraux. Infirmier libéral, ça travaille dur, c'est très très compliqué parfois. C'est des heures et des heures et des heures, mais c'est assez rémunérateur, il faut l'admettre. Mais à un moment, quête de sens. J'ai envie de retourner à l'hôpital où j'ai été formé, parce que je gérerai mon temps autrement et je serai au niveau du service public. Et je vais voir de près un certain nombre de réalités que je ne vois plus en tant qu'infirmière libérale. Et des exemples comme ça, il y en a des tas. Il y en a des tas. Dans des tas de métiers, parce que vous le savez aussi bien que moi, que la fonction publique, c'est des centaines et des centaines et des centaines de métiers réunis en un seul. Donc, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de cette espèce de choc. Moi, j'en ai marre d'entendre à longueur de temps cette espèce d'opposition stérile entre privé et public. On est dans un monde de liberté. Je crois qu'à un moment, une belle carrière professionnelle, c'est aussi la possibilité de pouvoir voir beaucoup de choses. Je vais vous donner un exemple, c'est le mien. Dans le cadre des responsabilités politiques que j'exerce depuis des années, j'ai fait plusieurs mandats. Et je ne pense pas m'en porter plus mal. J'ai été élu dans un département, dans une région, j'ai été maire, j'ai présidé une agglomération, j'ai été parlementaire une première fois alors que j'étais assez jeune. Après, je suis redevenu parlementaire, j'ai présidé un groupe parlementaire. Aujourd'hui, je suis au gouvernement. Alors, tout le monde va dire, oui, c'est de la politique. Non, c'est pas que ça. C'est plusieurs expériences. Et à la base, je suis avocat. Donc, je viens du monde privé et j'ai une profession libérale. Tout ça, en réalité, donne aussi une indication. À l'avenir, je pense que les carrières seront multiples. Mais l'attractivité, comment est-ce qu'un jeune le convaincre? Tout simplement le fait d'être utile. Je ne dis pas que les gens dans le privé ne le sont pas. Loin de moi cette idée de travailler au niveau du collectif, d'avoir le service de l'intérêt supérieur et de l'intérêt général au plus profond de soi et de se lever le matin et de se dire, et là encore une fois, ça n'est pas pour dire que dans le privé ce n'est pas le cas, mais j'agis vraiment pour la loi du plus grand nombre et ce que je fais, ça a vraiment beaucoup de sens. Parce qu'en plus, c'est désintéressé, parce que je vous le rappelle, je conclurai là-dessus, le service public, il n'est pas là pour faire des bénéfices, il n'est pas là pour faire des plus-values. Le service public, il est là tout simplement pour fonctionner au service de toutes et de tous. Monsieur le ministre, bonjour. Monsieur le ministre, bonjour. Madame, bonjour. Je m'appelle Phila Naël. Je suis aussi étudiant en prépa talent à Mayotte. Et je dois dire pour ma part que si ce n'était pas la prépa talent, je ne serais pas aujourd'hui devant vous et je n'aurais peut-être même jamais pensé à servir dans le service public. Donc, ma question, c'est la suivante. Quels dispositifs spécifiques sont envisagés pour renforcer l'attractivité de la fonction publique à Mayotte? Primes, mobilité, conditions de vie. Face au défi de l'éloignement dont on a eu l'occasion de parler avec l'accordé encore hier, du coût de la vie et des spécificités culturelles, comment retenir les talents locaux formés de manière durable et surtout efficace? Alors, dans votre question, il y a toute une dimension que je constate au quotidien, notamment au niveau de nos compatriotes ultramarins, puisque je reçois des élus, des parlementaires
issus des Outre-mer, qui viennent souvent avec des cas humains de femmes et d'hommes qui ont choisi le service public, qui sont issus de nos territoires ou départements d'outre-mer et qui n'arrivent pas à rentrer chez eux, qui font des demandes parfois depuis de nombreuses années. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, la difficulté qui se pose également au niveau de l'attractivité, c'est que sur des territoires très éloignés, parfois certains se disent bah, je ne vais pas rentrer dans la fonction publique, je n'ai pas envie de me retrouver en région parisienne. J'ai pas envie de me retrouver pendant la moitié de ma vie, si ce n'est plus, dans un département où il fait froid, où il fait gris, où je vais pas me sentir chez moi. Et je sais très bien que c'est aujourd'hui cette question de déracinement, une question qui traverse l'esprit de beaucoup de nos compatriotes qui sont dans des territoires éloignés comme ceux des Outre-mer. Pas forcément les Outre-mer, je vous dirais que dans d'autres îles beaucoup plus proches, à 1h30 de vol, celle dont je viens par exemple, il y a des gens qui ont très très peur de rentrer dans la fonction publique, de peur qu'on leur dise tu vas t'en aller d'Ajaccio, tu vas aller à Cergy-Pontoise et puis tu vas faire ça pendant quelques années. Ça leur fait peur. Ça leur fait peur. Bon. Et j'aime beaucoup Cergy-Pontoise et je les embrasse, mais vous voyez aucun jugement. Mais j'essaye de parler avec le raisonnement qu'un jeune ou une jeune peut avoir dans un territoire insulaire qui soit très proche comme le mien ou très lointain comme le vôtre. Mais d'abord le sens de l'engagement, puisque c'est ça que vous posiez également au-delà c'est reconstruire, parce que chez vous, il y a quand même aujourd'hui la nécessité d'avoir des femmes et des hommes de chez vous qui vont relever ce défi. Parce que ce qui s'est passé en début d'année est une catastrophe naturelle énorme, qu'elle vient en plus en répétition, que vous avez des problématiques terribles depuis maintenant quelques années sur votre hôpital public, sur l'eau, sur l'éducation, sur des problèmes diplomatiques qui sont d'une très très grande complexité, d'une très grande dureté et âpreté, et on voit très bien comment ça fonctionne. Moi j'ai fait un rapport parlementaire, notamment sur les problématiques d'immigration dans l'océan Indien et en Méditerranée. Alors j'avais plutôt la partie océan Indien, ma collègue qui est élue chez vous avait la problématique océan Indien, et je vois bien aujourd'hui que toutes ces secousses que votre territoire a subies, il va falloir y faire face, il va falloir apprendre à se relever et à reconstruire. Et on fait passer des textes de loi aujourd'hui d'une très grande importance au niveau du gouvernement, et le ministre d'État s'y attelle avec beaucoup de force. Mais on va avoir besoin des femmes et des hommes de Mayotte pour pouvoir aussi relever ce défi-là, et d'avoir aussi les nouvelles générations qui vont se former et qui vont à un moment vouloir chez eux aider à construire. Et pour aider à construire un territoire, il faut le service public. Et comme on le disait tout à l'heure, par exemple, voilà, politique de la ville, sur les politiques de logement, il va y avoir des actions fondamentales qui vont être mises en œuvre sur nos services publics, sur nos services publics de collectivités territoriales, services publics hospitaliers et services publics d'État. Il va falloir avoir des Mahoraises et des Mahorais qui s'engagent. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, je pense que quand même si l'être humain a besoin de bouger, il a besoin de voir ailleurs, il a besoin de s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres horizons. L'enracinement, c'est quand même quelque chose qui est très important dans la vie d'une femme ou d'un homme. Vous savez, on parle des nowhere aujourd'hui, ceux qui sont de nulle part. Moi, je ne suis pas un nowhere. Je sais d'où je viens. J'ai mon enracinement, mon identité. Ce n'est pas un gros mot. Et je sais que dans le cadre de ce que je fais depuis des années, le fait d'être un Ajaccien, ça a plutôt aidé à devenir un maire pour les Ajacciennes et les Ajacciens, parce que j'aimais ma ville. Tout comme j'aime ma région, et j'essaie de la défendre. Tout comme j'aime mon pays, et aujourd'hui le servir en tant que ministre, c'est un honneur. Mais à la base, il y a quand même l'enracinement de départ. C'est d'être utile là où on est né, là où on a grandi, là où on a sa famille, là où on a ses amis, et de ne pas se laisser aller à une forme de fatalité. Donc, pour un territoire qui a beaucoup souffert dans notre période très contemporaine, moi je dirais aux jeunes de votre île, le service public, ça peut être aussi un endroit où on peut relever pas mal de défis, et notamment pouvoir aussi relever le défi de la construction, de la reconstruction d'un pays qui a quand même subi beaucoup de meurtrissures au cours des dernières années. Donc, je ne sais pas si c'est la réponse que vous attendiez, mais en tout cas, moi, voilà, je pense que... Et c'est pour ça que quand on crée des dispositifs
qu'on les maintient. Parce que quand on est dans une zone périphérique, comme on peut prendre ce terme un peu techno, parce que c'est le cas de Mayotte, si vous êtes loin, et bien qu'il y ait des dispositifs qui permettent d'accéder également à des prépas, des examens, des concours, et puis ensuite donc à des fonctions, à des responsabilités, c'est important. Et pour conclure, je vous dirais que si ce n'est pas dès le début d'une carrière, parce que parfois ça peut être utile d'aller se faire les dents, excusez-moi l'expression, sur d'autres territoires pour voir un peu comment ça évolue, et on revient toujours, à mon avis, plus épais ou plus épaisse lorsqu'on exerce des missions ailleurs. Et quand on revient chez soi, on peut être paré pour pouvoir faire face à un certain nombre de difficultés. Mais en tout cas, je crois que le service public, le choix du service public, notamment pour Mayotte, ça peut avoir beaucoup de sens dans les mois et les années à venir, et ce pour plusieurs décennies à mon avis. Et un mot aussi pour vous féliciter, parce que tous, autant que vous êtes, pour Mayotte encore plus, vous êtes des ambassadeurs du service public et de notre ambition. Donc c'est un discours que nous venons de vous tenir tous les deux, qui est un discours qui est le vôtre en fait. C'est aussi ça votre chance, c'est que vous avez été sélectionnés, vous avez été formés. Ça ne s'apprend pas sous le sabot d'un cheval, la gestion publique. Le métier de maire, de responsable politique, c'est toute une série de techniques. Et c'est ça que vous, dans vos prépas talents, vous avez un savoir-faire. Le service public, ça ne se gère pas en improvisant. Et ce savoir-faire que vous apprenez va être encore plus utile, chacun, comme le disait Laurent, dans vos territoires. Parce que gérer la reconstruction de Mayotte après Chido, ce n'est pas la même chose que s'occuper, par exemple, des inondations où j'étais hier au Lavandou. Ce n'est pas les mêmes problématiques. Il y a des spécificités territoriales de reconstruction. Et c'est ça aussi la force de l'État français. C'est que nous sommes capables de faire travailler l'État, donc des structures nationales, mais de les adapter à des collectivités locales qui sont spécifiques. Je partage tout à fait ce que disait Laurent sur l'ancrage. Vous avez votre ancrage, vous avez votre territoire, vous avez appris des spécificités, parce que les besoins des populations ne sont pas les mêmes à Mayotte, au Lavandou ou à Cergy-Pontoise, mais au service d'un idéal commun. Et cet idéal commun, c'est que, et c'est ça aussi la politique de la ville, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la culture et au sport, qui doit être le moins inégal possible entre les différents territoires de la République. Et ça, c'est aussi votre message et puis c'est aussi votre avenir. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Inès Ducrot, je suis étudiante en 3e année de licence administration économique et sociale au sein de l'université de Paris-Nanterre. Et du coup, je vais me permettre de vous poser cette question. De nombreux étudiants ou jeunes diplômés hésitent à passer les concours souvent perçus comme rigides ou déconnectés des enjeux actuels. Pensez-vous qu'une réforme du format ou de l'accompagnement au concours soit envisageable pour les rendre plus accessibles et attractifs? Oui. Non mais si on veut faire évoluer demain positivement notre action publique, nous avons signé avec ma collègue pour la refondation de l'action publique. On appartient à un gouvernement qui veut s'atteler à la refondation de l'action publique. On veut dire refondation de l'action publique, c'est énorme. Eh bien, la refondation de l'action publique, c'est aussi sortir de ces zones de confort. Et je pense qu'au cours des décennies, nous avons réussi à former d'excellents serviteurs de l'État, des collectivités territoriales et de l'hôpital à travers des concours, mais qu'aujourd'hui, le monde a changé, que dans certains concours d'accès à la fonction publique ou des concours de promotion, dans le cadre d'un parcours déjà installé dans la fonction publique, il y a des choses à revoir. Il y a des mises en situation qui, à mon avis, ne sont pas du tout adaptées à la réalité de ce que l'agent public aura à faire dans ses missions, dans ses tâches quotidiennes de serviteur de la collectivité. Qu'il y a des élèves qui peuvent, de par la formation qu'ils ont choisie, être totalement empêchés de devenir agent public,
alors même qu'ils ont cette fibre en eux. Ils n'arriveront jamais à passer le concours, ils n'arriveront jamais à l'obtenir parce que les matières dispensées et les coefficients de certaines matières les mettent complètement en dehors du coup alors qu'ils ont ça en eux. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que ça. Il n'y a rien de pire que d'être empêché d'entrée de jeu alors que normalement rien ne vous empêche. Mais on va dire non, en fait, bon, tu as fait tel master, ben, laisse tomber, n'envisage même pas une seconde d'aller présenter ce concours. Je trouve ça réducteur. Je trouve ça dommage parce que je crois qu'il y a aussi une part de vocation qui n'a pas forcément été distinguée au moment où l'élève choisit son orientation. Vous vous retrouvez en sortie de lycée avec Parcoursup aujourd'hui, c'est assez restreint, vous devez choisir, il y a quand même toujours le stress. Puis à un moment, vous vous apercevez, ouais, je fais ce choix-là, hop, ça me ferme cette porte, ça me ferme celle-là, puis là, je ne pourrais jamais envisager. Et là, je trouve que c'est dommage. Donc je crois qu'il y a une grande réflexion à mener, notamment sur les concours d'accès. Nous sommes en train d'y travailler. C'est un enjeu fondamental, mais c'est quelque chose de difficile, parce que quoi qu'on puisse en dire, pendant des décennies, ça a plutôt bien fonctionné et on a sorti de très beaux exemples de réussite et de trésors de services publics par la voie de ces concours-là, et que parfois vous avez quelques petits conservatistes qui disent ouais, mais attention, on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on aura, on ne sait pas ce qu'on va perdre si on modifie complètement les choses. Et vous l'avez vu d'ailleurs sur d'autres concours et d'autres transformations qui ont pu avoir lieu au cours de ces dernières années. Mais oui, il faut modifier tout ça. Il faut le rendre plus actuel. Si on veut être dans une démarche de refondation et de modernisation de l'action publique et de la fonction publique, il va falloir, à mon avis, s'adapter davantage à ce que sont les femmes et les hommes qui feront le service public, bref, la France de demain. J'ajouterais aussi que j'entends votre inquiétude, et vous avez tous un peu la même question, c'est intéressant, sur le thème, mais comment on peut faire pour, rendre la fonction publique plus attractive, et pour qu'elle nous soit, et qu'elle soit peut-être à nos petits frères ou à nos enfants, plus accessible. Et c'est vrai que, notamment la haute fonction publique, peut donner le sentiment d'une reproduction des élites et de se couper d'une diversité de compétences. Et en ce sens-là, je rejoins ce que disait le ministre de la fonction publique sur la nécessité d'adapter les métiers. Adapter les métiers, évidemment, ça ne veut pas dire en rabattre sur les exigences. Nous l'avons vu, la gestion publique, c'est de plus en plus complexe. On est en plus dans un environnement où nous allons connaître, hélas, des catastrophes naturelles, compte tenu du réchauffement climatique, mais aussi un monde qui est plus violent, plus dur, et en plus un monde interconnecté, qui nous oblige à nous adapter à la data, à l'intelligence artificielle. Et pour cela, ce que nous sommes en train de faire, et ce que je souhaite approfondir, c'est de rendre accessible par le concours à un plus grand nombre. Il y a une seule méthode qui marche, c'est s'y prendre le plus tôt possible. C'est pour cela que, pour la politique de la ville, j'investis massivement sur l'enfance et la jeunesse, et que nous souhaitons mettre en place des recrutements dans les filières d'excellence en commençant dès le collège. En réalité, le vrai problème, c'est d'avoir accès à l'information. Si on sait dès la 6e qu'il existe 50 voies possibles pour rentrer dans la fonction publique et qu'après tout, ce n'est pas aberrant de penser à un concours ou à une école, j'en sais rien, type Dauphine, Sciences Po ou autre, si on le sait dès la 6e, c'est-à-dire si on vous dit je ne vois pas pourquoi tu n'aurais pas accès si tu t'y mets tout de suite, d'un coup, les horizons s'ouvrent. L'autre sujet, c'est que l'inégalité d'accès aux études supérieures et aux filières d'excellence, c'est une inégalité d'accès à l'information. Donc c'est vous êtes capable, il n'y a aucune raison, mais 2, encore faut-il que vous ayez accès à l'information. Et c'est ce à quoi nous travaillons, notamment pour rendre, dans les quartiers en particulier, accessible cette information par du tutorat, et ce dès le collège, du mentorat, c'est déjà mis en œuvre dans le cadre de vos prépa talents, mais tout ça, il faut l'ouvrir pour qu'encore d'autres que vous puissent y avoir accès. Merci beaucoup pour cet échange. Excusez-moi, c'est toujours un agenda assez serré. J'aurais bien voulu pouvoir continuer avec Juliette ce moment d'échange avec vous, mais merci pour vos questions et merci pour votre présence et merci pour vos engagements. Merci. Merci à tous.